actions, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu. Donc, on a des actions thématiques, donc un petit sectorielles, si vous voulez, et des actions transversales qui touchent tous les secteurs à la fois. Les 24 actions thématiques, elles sont structurées selon les 4 domaines d'action que je vous ai présentés un petit peu plus tôt, donc plus forte, connectée, résiliente et prospère. Et là, vous avez une liste un petit peu des principaux accomplissements des 2 premières années et demie, je dirais. Donc, on a lancé, par exemple, une plateforme de revitalisation rurale en ligne pour mettre en lien les communes qui perdent de la population. On a programmé donc à travers des programmes en gestion directe, donc les programmes pour lesquels la Commission européenne directement programme des appels à projets, donc par exemple le programme Horizon Europe, qui est le programme de recherche et innovation. On a fléché 253 millions d'euros dans les 4 premières années sur de la recherche vraiment dédiée aux zones rurales. On a mis en œuvre des activités pour accompagner la démarche leader et ce qu'on appelle les villages intelligents. On a un certain nombre d'études qui ont été lancées sur l'utilisation des terres, sur les opportunités d'apprentissage pour les jeunes en milieu rural. Il y a des mesures d'inclusion dans Erasmus qui ont été intégrées pour mieux tenir compte des besoins des jeunes ruraux. Il y a des très gros investissements qui sont mis à disposition pour la connectivité rurale, donc plus de 23 milliards d'euros qui sont investis dans les zones qui sont moins bien desservies, et c'est principalement par les mécanismes de marché, donc c'est principalement les zones rurales. On travaille sur les questions de mobilité à travers le programme Smarta. Il y a toute une action qui a été conduite pour accompagner les municipalités rurales aussi dans la mise en place de communautés énergétiques. On travaille sur la certification des absorptions de carbone. Et il y a aussi tout un travail autour de l'économie sociale qui est entrepris. Voilà, donc, sans rentrer dans tous les détails de ces actions, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a vraiment pour la première fois à travers cette vision, ce que ce plan d'action a lancé, c'est une collaboration entre tous les différents départements ou ministères, on dirait en France, au niveau européen, pour avoir cette dimension rurale intégrée un petit peu partout. Et ça, c'est nouveau. On a 14 départements impliqués. Voilà, et parce que c'est important de dire, moi je viens de la DG Agriculture et Développement Rural, mais l'agriculture est très très importante pour le développement des zones rurales et vice-versa d'ailleurs. Mais la ruralité, c'est un sujet beaucoup plus transversal, beaucoup plus complexe, et on a tous les secteurs qui sont concernés et qui doivent participer. En transversal à ces actions thématiques, on a 6 actions voilà, transversales, qui concernent d'abord le fait d'avoir des meilleures données. Donc, on a réussi en 2 ans et demi à avoir vraiment beaucoup plus de données sur les zones rurales, plus nombreuses et plus faciles d'accès. On a amélioré les statistiques, on a doublé le nombre d'indicateurs qui sont disponibles sur ces zones rurales. Il y a une méthode qui a été proposée pour définir les zones rurales fonctionnelles. L'Observatoire rural qui a été mis en ligne, et Alessandro, qui va parler après moi, s'occupe d'une partie de ces actions avec son équipe. On a aussi donc un accès plus simple à l'information sur les fonds, c'est ce qui vous est présenté aujourd'hui à travers la boîte à outils sur les fonds ruraux. On a mis en place un mécanisme aussi de ce qu'on appelle le rural proofing en anglais, donc le test rural ou la preuve rurale. Ça, c'est faire en sorte que quand on développe des nouvelles législations ou des nouvelles politiques, on regarde si ça marche ou pas pour les communautés rurales, qui sont des communautés avec des besoins spécifiques, et qu'on se pose la question, est-ce que cette solution qui est proposée, elle marcherait en zone rurale, ou est-ce que cette mesure qui est proposée, elle va impacter de façon disproportionnée les zones rurales. Et enfin, on travaille à améliorer la gouvernance à travers le pacte rural. Alors, pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est le pacte rural? Donc, comme je disais, la Commission peut faire un certain nombre de choses pour les zones rurales de l'Europe, mais il y a beaucoup de domaines qui ont un impact sur le développement de ces communautés rurales qui ne sont pas dans le champ de compétences européen. Ce n'est pas la Commission européenne qui décide de garder les écoles ouvertes ou fermées, les hôpitaux, ou construire les routes ou pas, arrêter les trains, fermer les petites stations, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui se décident dans les États, dans les régions. Et même les fonds européens, tels que la politique agricole ou la politique de cohésion, comme je le disais auparavant, il y a un cadre qui est assez souple et qui permet de faire beaucoup de choses, mais c'est pas la décision de comment utiliser ces moyens et ce cadre est dans les mains des gouvernements nationaux, régionaux, locaux dans certains cas.
Et donc, c'est important que tout le monde contribue. On ne peut pas y arriver seul, il faut que tout le monde contribue. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce pacte, qui est un espace ou un cadre destiné à stimuler la coopération entre les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, les organisations de la société civile, les entreprises, les chercheurs, les citoyens, pour agir en faveur des objectifs partagés de cette vision rurale. C'était un processus ascendant, participatif. Là encore, on a travaillé pendant un semestre avec les communautés des parties prenantes, etc., pour décider qu'est-ce que ça devait être ce pacte rural. Il y a un concept qui a été élaboré et qui a été validé à la conférence sur le pacte rural de juin 2022. Et donc, depuis la mise en place de ce concept, on a mis en place l'ensemble des outils. Il y a une communauté du pacte rural qui a été créée et qui a maintenant près de 2500 participants qui ont pris des engagements à agir. On a mis en place aussi un bureau d'appui au pacte rural qui a été créé et qui conduit tout un tas d'activités de mise en réseau, de discussion, de connexion, de collecte de bonnes pratiques, d'événements en ligne et en personne. On a mis en place aussi, très important, un groupe de coordination du pacte rural, qui est vraiment l'organe de gouvernance de ce pacte, qui n'est pas présidé par la Commission, qui est présidé par deux personnes. Une personne, donc Radim Sersen, qui est un membre du comité des régions, et aussi Edina Oksho, qui est d'une organisation de la société civile, qui a été créée. Et enfin, on a mis en place aussi une plateforme de la communauté rurale en ligne, qui est vraiment l'espace pour collaborer. Donc, en quelques chiffres, quels sont d'abord les objectifs de ce pacte? Donc, la communauté s'est donné 3 objectifs. Le premier, c'est d'amplifier les voix des communautés rurales et de les amener plus haut sur l'agenda politique. Donc, pour ça, on a organisé des conférences, un forum politique à haut niveau, on a organisé des laboratoires politiques pour aussi réfléchir ensemble à comment améliorer les outils qu'on a. Le deuxième objectif, c'est de permettre la mise en réseau grâce à des activités de connexion, d'échange de connaissances, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font partout en Europe, dans les zones rurales, et c'est important de partager. Donc pour ça, il y a la plateforme communautaire en ligne. On a eu plus de 10 événements de mise en réseau dans la première année du pacte, parce que le pacte, vraiment, le bureau a été lancé en décembre 2022. Le troisième objectif, c'est d'encourager les engagements à agir. Donc agir pour voilà, faire quelque chose, agir en faveur des objectifs communs de cette vision rurale. Et on en a reçu plus de 120, dont certains sont déjà mis en œuvre. Et donc tout ça est connecté via la plateforme communautaire en ligne. On a plus de 650 inscrits et on vous encourage à la rejoindre et à rejoindre le mouvement. Et une partie de cette plateforme est dédiée aux questions de revitalisation pour les communes qui perdent de la population. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Elle dispose des outils de traduction automatisée, donc vous pouvez avoir accès en français, même si les contenus sont mis là en anglais au départ. Vous pouvez accéder à des bonnes pratiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle des groupes communautaires, donc des groupes qui ont été créés par des acteurs pour discuter de sujets particuliers. On en a déjà 8 auxquels vous pouvez contribuer. Donc je vous encourage vraiment à rejoindre ce mouvement. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec tout ça, comme j'ai dit, c'est de faire bouger un petit peu les choses, de faire évoluer la gouvernance au niveau notamment national et régional. C'était la priorité de la première année. Et pour ça, on a organisé donc un forum politique à haut niveau sur les politiques rurales en Espagne l'année dernière, qui a permis 2 choses. D'abord, de contribuer à l'adoption par le Conseil de conclusion sur cette vision rurale qu'ils n'avaient pas adoptée jusque-là, et aussi de nourrir une réflexion sur comment le pacte peut être traduit ou mis en œuvre au niveau national. Donc ce briefing politique que je vous présente là, que vous pourrez télécharger, donne des ingrédients de qu'est-ce qu'on voudrait voir dans chaque État pour considérer que les objectifs du pacte sont remplis. En France, vous avez l'agenda rural, qui est devenu maintenant le programme France Ruralité. Vous avez déjà beaucoup d'actions en cours. Et certains de ces ingrédients sont bien mis en œuvre, sur d'autres, il y a besoin éventuellement de progresser. Dans certains États, il n'y a rien du tout. Donc, c'est important aussi que les États où il y a plus inspirent un petit peu ceux où il y a encore tout à faire, je dirais.
Et donc, très rapidement, parce que j'ai déjà épuisé mon temps de parole, donc là, vous avez quelques éléments qui sont dans ces conclusions du Conseil. Donc le Conseil, c'est l'institution européenne qui rassemble les représentants des différents États qui ont adopté, donc ce Conseil a adopté des conclusions le 20 novembre 2023 où ils reconnaissent la contribution des zones rurales aux économies et aux sociétés européennes, le besoin d'une approche transversale, le besoin d'assurer que les voix rurales soient entendues, et aussi qui appelle pour la suite, qui encourage les États membres à s'impliquer dans ce pacte et à développer des stratégies, des plans d'action au niveau national, régional et local au bénéfice de ces zones. Donc, on permet aussi voilà, à travers cette vision, on arrive à amener cette question rurale plus haut dans l'agenda. Donc, en termes de perspectives d'avenir, dans notre rapport, donc on est à un moment particulier du cycle politique juste avant les élections. Donc, c'est le prochain collège, la prochaine commission qui dépendra du prochain Parlement qui va prendre les orientations pour la suite. Et donc, pour l'instant, on a fait l'état de tout ce qu'on a fait. On a rassemblé l'ensemble des contributions qu'on a reçues des autres institutions de l'Union européenne, des scientifiques, des parties prenantes associées à tout ce travail. Et on a listé un certain nombre de questions à débattre et les opportunités de débattre ces questions pour préparer l'intégration de cette question rurale dans le prochain cycle de politique européenne. Là, vous avez l'ensemble des questions, vous pourrez les lire, je pense que vous aurez accès aux diapositives, vous pouvez voir un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est très vaste. Et les opportunités pour les débattre, donc on a une série d'événements programmés. Voilà, le dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture a une dimension rurale aussi. On a eu le forum sur la cohésion en avril. On travaille avec le groupe de coordination du pacte rural sur ces questions. Il y a différents ateliers qui sont prévus. On aura 2 laboratoires politiques du pacte rural en fin 2024 et les consultations publiques, évidemment, qui vont avoir lieu à la suite. Donc, si vous voulez faire partie de ce mouvement, je vous invite à nous rejoindre en adhérant à la communauté du pacte rural et en proposant des actions que vous voudriez conduire aussi pour contribuer. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir accès à toute l'information qu'on diffuse sur les appels aussi à projets, les sources de financement possibles et tout ce qui se passe dans ce cadre de ce pacte, les événements à venir et toutes les activités très riches qu'on essaie de conduire pour vraiment voilà, placer les zones rurales au centre de la politique européenne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Alexia. C'était un challenge, mais c'était très très clair. Je crois me faire le porte-parole de tout le monde. En tout cas, je l'espère. Et effectivement, comme le disait Alexia, nous allons bien sûr, bien entendu, partager l'ensemble des supports pour ceux qui nous posent la question. Et je ne vous avais pas invité à poser vos questions dans le chat, mais certains ont commencé à le faire. Et pendant qu'Alessandro prend la main sur la présentation et les slides, peut-être qu'Edita pourrait se faire le porte-parole d'une ou deux questions qui seraient adressées à Alexia. Oui, Alexia, en fait, on a une question sur la précision en fait du terme zone rurale. Est-ce qu'il y a une définition bien précise au niveau européen, en tout cas, de ce qu'est vraiment une zone rurale? Alors, on n'a pas une, mais plusieurs. Donc, on a des typologies qui ont été développées à des fins statistiques. J'insiste sur statistique parce qu'en fait, on a d'une part voilà, ces définitions statistiques, on a la première typologie commence à ce qu'on appelle le niveau géographique NUTS 3. Donc, si on est en France, c'est l'équivalent des départements. Voilà. Vous avez le niveau pays, grande région, voilà, département et après municipal. Donc, on a des définitions et une typologie qui permet de définir quelles sont les zones rurales. C'est basé beaucoup sur la densité de population. En fait, au niveau type département, au niveau municipal et au niveau grille aussi, donc 1 kilomètre carré en fait. Hein. Donc, selon la densité de population, on a donc toutes les statistiques qu'on fait qu'on réalise au niveau européen utilisent ces typologies-là. Donc, on a 3 types de zones. Les zones rurales, ce sont les plus faiblement peuplées, les zones intermédiaires et puis les zones urbaines. Mais ces définitions-là ne sont pas appliquées, elles ne sont pas utilisées nécessairement, obligatoirement dans les politiques. Donc, dans la politique agricole, par exemple, chaque État est libre de définir comme il le souhaite ces zones rurales pour appliquer certaines mesures dans ces zones-là. D'accord. Merci beaucoup. Ça répond à la question. Oui, je pense que ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, j'invite la personne à reprendre la parole éventuellement.
Ensuite, on avait une question sur, dans le cadre de la politique de cohésion, c'est une remarque et une question en même temps, indiquant et demandant si le choix de porter plutôt le focus sur l'urbain dans les programmes opérationnels dans le cadre de la politique de cohésion, si c'est quelque chose qui est imposé par la Commission européenne ou si c'est un choix des autorités de gestion, donc des régions en France. Ah non, alors c'est pas du tout une obligation de la Commission européenne. Donc, dans le cadre de la politique de cohésion, les États ont toute l'attitude d'utiliser les fonds pour certaines zones plus que d'autres. Il y a la catégorie de régions qui compte. Entre les régions les moins développées, c'est une question de PIB, de taux d'emploi. Mais sinon, c'est le choix. Donc, par exemple, la République tchèque utilise 60% de son fonds de développement régional dans les zones rurales. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est là qu'on dit qu'il y a des outils qui sont les mêmes pour tout le monde, mais qui sont utilisés de façon très différente. Après, on a une partie développement rural dans la politique agricole, donc il est un petit peu naturel que enfin, le soutien aux zones urbaines, il n'a que la politique de cohésion. Donc, il y a cette dimension-là qui est présente, mais on a aussi l'obligation, dans cette politique de cohésion, de soutenir les territoires de montagne, d'îles faiblement peuplés. Donc, les choix qui sont faits par les États et par les autorités de gestion, mais pas du tout par la Commission européenne. Merci beaucoup Alexia. Et une dernière question qui vient d'arriver, qui rejoint la première question, c'est est-ce que, à ta connaissance, il y a une grille, ou en tout cas un endroit où on peut trouver la liste des zones rurales en France? Au niveau statistique? Au niveau statistique, oui. Ouais. Ben, je vais poster dans le chat les liens vers les pages pertinentes et Alessandro pourrait dire peut-être un tout petit mot sur l'observatoire rural parce que c'est un outil qui a été mis en place justement. Donc, je vais mettre les liens pertinents. Qui sont aussi sur ma présentation. Hein. Donc sur ma présentation, quand vous cliquez, vous pouvez accéder à tous les outils concernés. Mais on parle de liens statistiques, donc parce que vous avez en France les définitions de la NCT, la cohésion des territoires, de l'INSEE. Vous avez une définition de l'INSEE qui est encore une autre définition. Très bien, mais on partagera tout ça avec les participants. Merci beaucoup Alexia. Merci Alexia, qui doit malheureusement nous quitter, mais merci beaucoup de ce temps consacré. Merci. Alexia qui en partant a fait la transition avec Alessandro, donc je ne suis pas plus long là-dessus. On va rentrer dans la description de l'outil, de la boîte à outils. Est-ce que tu peux partager ton écran avec les slides? Voilà, c'est parfait. Alors, on te voit et je pense qu'on devrait t'entendre. Alessandro. On n'entend pas. On n'entend pas. Oh, ok. Voilà, il faut brancher le micro. Okay. Ah, maintenant? Voilà, c'est parfait. Ah, ok, parfait. Ok, bon, merci beaucoup et bienvenue à cette présentation du Rural Toolkit, la boîte à outils rurale de l'Union européenne. Déjà, Benoît l'a introduite de manière très, très brève. Alexia a donné un panorama et le cadre politique général dans lequel cette boîte à outils s'installe. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du contenu de cette boîte à outils. Donc, tout d'abord, je travaille au Centre commun de recherche de la Commission européenne. Qu'est-ce que c'est le Centre commun de recherche? Ben, c'est un service de la Commission qui est censé fournir une contribution scientifique à l'appui des politiques européennes. Donc, contribution scientifique, ça veut dire des données, des analyses, des méthodologies, des évaluations d'impact, des simulations avec des modèles, par exemple, macroéconomiques. Donc, tout ce qui concerne vraiment la production scientifique pour donner à nos collègues qui s'occupent de gérer, de concevoir, de mettre en œuvre les politiques européennes, une bonne base d'évidence sur laquelle travailler.
La boîte à outils rurale, comme Alexia a mentionné, s'inscrit dans le cadre de la vision long terme des zones pour les zones rurales de l'UE. Son ambition est celle d'être un guide pratique pour les usagers, en effet, pour les autorités locales, pour les partenaires locaux, pour le gouvernement, pour les entreprises, pour tous qui sont intéressés à comprendre l'éventail des financements pour les zones rurales de l'Union européenne. En effet, et donner des points de repère dans ce monde qui parfois est très compliqué. Donc la boîte à outils est en effet un outil accessible dans le web, est un outil interactif elle est disponible dans les 24 langues de l'Union européenne par des moyens de traduction automatisés. Elle s'occupe de 26 fonds et programmes de soutien. Donc, ce n'est pas seulement du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, ce n'est pas non plus seulement du FEDER, des Fonds européens de développement régional, c'est aussi une collection d'opportunités de financement qui qui dérivent des politiques européennes qui n'ont pas forcément un mandat territorial en soi. Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre de la politique de cohésion ou dans la politique agricole et de développement rural, c'est aussi vraiment un outil qui essaye de rassembler toutes les opportunités de soutien financier aux projets qui s'occupent du développement des zones rurales. La boîte à outils est composée je dirais, est structurée dans 4 sections principales. Ces objectifs sont celui de faciliter, en effet, les tâches et je dirais, l'activité de recherche des autorités, associations locales, institutions locales, entreprises, universités et tout le monde des acteurs locaux dans l'identification des financements et des programmes de soutien qui sont pertinents pour leurs projets de stratégie locale. Donc, vraiment, je dirais, la combinaison de fonds de financement, de sources de financement et de programmes n'est pas nécessairement la même pour des zones différentes et même pour des objectifs, des projets qui ont une composition, et un but différent. Donc, chaque initiative individuelle, à mon avis, nécessite et mérite d'avoir accès à la combinaison de sources financières la plus appropriée pour réaliser ces objectifs. Et évidemment, l'objectif plus général, qui n'est pas vraiment un objectif de la boîte à outils elle-même, mais je dirais de la vision à long terme des zones rurales de l'UE, est en effet c'est l'objectif de contribuer à mettre en place des stratégies efficaces de revitalisation des zones et des communautés rurales. Comme je dis, les différentes sections de la boîte à outils, ce sont les suivants. Donc, il y a une section qui s'occupe de rechercher le financement, de rechercher les sources de financement disponibles. Il y a une autre section qui s'occupe en effet des sources d'inspiration, donc qui est une collection de projets qui ont déjà été mis en place et qui effectivement utilisent les sources de financement qui sont présentes dans la boîte à outils. Il y a des ressources supplémentaires, donc de publications, de guides, de manuels, d'autres documents qui la Commission et même d'autres institutions ont publiés sur le thème de financement des projets de développement des zones rurales. Et il y a une dernière section qui concerne des questions fréquentes.
Donc maintenant, je vais vous proposer de faire un petit démo en direct. J'espère que ça va marcher, mais je dois simplement je dois faire un petit travail, je dirais, dans l'application pour arriver à vous montrer, à partager l'écran avec l'application, donc la page web. Seulement un instant et je vais essayer de le faire vite. Ça va nous permettre de bien visualiser le principe du site et de la recherche. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, ça, c'est la page dans laquelle vous tombez quand vous mettez dans Google Rural Toolkit ou de boîte à outils rurale de l'Union européenne. C'est la homepage, c'est en anglais, mais vous allez en haut à droite, vous cliquez sur français, français, voilà, et vous la retrouverez en français. Voilà, il y a un avis de exclusion de responsabilité qui concerne la traduction automatisée. Évidemment, vous trouverez, je suis sûr, vous trouverez des erreurs d'orthographe, des petites erreurs d'interprétation des mots en anglais, des acronymes, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez des erreurs macroscopiques, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez nous le communiquer, comme ça on va essayer de le corriger. Nous avons fait de notre mieux, mais évidemment, il y a toujours quelque chose qui s'échappe. Donc, dans la section, vous voyez, l'accès aux quatre sections est, je dirais, intuitif, ici dans la barre des outils des sections de la page. Et après, en bas, il y a une petite description de la boîte à outils et en effet, encore les 4 sections. Donc, chercheur de financement, inspirez-vous, donc les exemples, les ressources et des informations un peu plus générales sur la boîte à outils. On peut aller directement dans le chercheur de financement, ici. Vous voyez toutes les possibilités de financement. Si vous voyez, chaque source de financement a un petit, je ne sais pas comment le mot exactement, le mot en français pour décrire cette petite nuage qui est au-dessus des acronymes. Donc, c'est en effet l'explication des acronymes parce que, vous voyez, sans l'explication, ça peut être difficile. Mais il y a les initiatives financières sont en effet structurées par catégorie. Donc, il y a les initiatives auxquelles vous pouvez accéder par application directe. Il y a les sources de financement auxquelles vous pouvez accéder par l'intermédiaire des autorités nationales ou régionales, c'est le FEDER ou le FEADER ou le Fonds social, évidemment. Et il y a aussi des instruments financiers qui sont gérés en particulier par la Banque européenne des investissements. Vous pouvez par exemple cliquer sur LIFE, c'est le programme pour l'environnement et l'action pour le climat, et vous avez les informations sur le programme et une petite description pourquoi il est pertinent pour les zones rurales, pourquoi ce programme de financement en particulier et des liens aux pages officielles. Un petit avertissement, la boîte à outils n'est pas une page qui donne l'accès direct au financement ou même l'accès direct à l'envoi des demandes de financement. Donc, vous devez toujours, la boîte à outils n'est qu'un guide, qu'un répertoire, qu'un point de repère pour vous situer dans les options les plus pertinentes par rapport à vos projets. Pour effectivement déclencher un processus de demande de financement, il faut bien rentrer dans les pages de chaque source, de chaque programme pour voir quelles sont les modalités. Elles sont tout à fait différentes d'une source à l'autre. Vous pouvez combiner les méthodes de recherche. Donc, vous pouvez, par exemple, cliquer sur le support disponible pour autorités locales,
Quelle activité dois-je financer? Bah, par exemple, énergie ou emploi, ou mettre énergie. Et type de soutien, bah, je voudrais chercher une subvention. Et là, vous trouverez les possibilités de financement plus ciblées. Donc, ce ne sont plus 26, mais dès 26, on est arrivé à 9 possibilités de financement. Et donc là, vous avez déjà un guide plus ciblé sur ce dont vous avez besoin. Donc, dans la section Inspirez-vous, vous avez une carte de l'Europe avec la localisation des différents projets que, à notre avis, peuvent vous inspirer dans vos recherches. On a plusieurs mots-clés de recherche, les fonds, les sources de financement, mais vous pouvez aussi chercher, par exemple, limiter la recherche aux projets qui ont combiné les différents fonds, donc en effet, c'est des projets plus sophistiqués, je dirais, et des projets qui qui n'utilisent qu'une seule source de financement. Et après, vous avez une modalité de recherche par rapport aux 4 objectifs de la vision à long terme pour les zones rurales. Par exemple, si vous vous limitez aux combinaisons de fonds, vous avez beaucoup moins d'exemples, évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Par exemple, en Belgique, vous avez un village hub, c'est un village qui a mis en place un système d'économie de proximité et d'aide aux catégories moins favorisées. Donc, il utilise à la fois le Fonds européen agricole de développement rural et les fonds de Interreg, donc de la politique de cohésion. Dans les ressources, vous trouverez des manuels, par exemple le manuel de stratégie de développement territorial et local qui vous donne des méthodologies, des exemples je dirais, conception et de mise en œuvre de stratégies intégrées de développement local et territorial qui est utilisé souvent dans le cadre de la politique de cohésion. Il y a un atlas de politique de développement urbain pour les petites zones urbaines. Donc ici, on ne veut pas vraiment exclure la possibilité de trouver des liens, des modalités de rencontre entre les zones rurales et les zones urbaines, surtout les petites villes qui font souvent des liens entre les zones plus périphériques et les villes plus grandes. Et finalement, les questions fréquentes. Donc, vous pouvez voir un peu là-dedans. Voilà, je pense que plus ou moins c'est tout. Je voudrais seulement reprendre un instant ma présentation, mes diapositives, seulement ou même pas, peut-être c'est plus facile de faire comme ça parce qu'on ne perd pas du temps. Je voudrais seulement citer encore 2 projets que mérite, à mon avis, d'être mentionné. C'est un projet en Autriche qui s'appelle Trautson Castle, donc château de Trautson. Celui-ci aussi, mais je dirais, essaye d'intégrer le FEADER avec les fonds de la politique de cohésion et a comme objectif la transformation d'un château du XIIIe siècle dans un centre culturel et artistique communautaire. Donc, c'est en effet à la fois un rétablissement touristique, mais pas nécessairement seulement touristique, c'est aussi un service de la communauté locale. Et un deuxième projet, c'est un projet d'intégration des migrants en Suède qui met ensemble le Fonds social européen et le FEADER, qui mélange des activités de formation et orientation professionnelle.
Et voilà, ça c'est un peu tout ce que je voulais vous dire, je voulais vous montrer par rapport à la boîte à outils rurale de l'Union européenne. Je voudrais finalement vous mentionner, Alexia l'a déjà mentionné il y a quelques minutes, l'Observatoire rural. L'Observatoire rural, c'est en effet une autre initiative de la Commission européenne en effet, qui a l'objectif de améliorer la collection et la diffusion des données et des statistiques concernant les zones rurales de l'Union européenne. Dans l'Observatoire rural, vous trouvez des données actualisées dans plusieurs domaines économiques, sociaux, environnementaux et d'analyse aussi thématiques. Il y en a une sur le potentiel de production d'énergie renouvelable qui vient d'être publiée. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller dans le site de l'Observatoire rural et décharger cette analyse. Bon, merci à tout le monde. Je vous invite à regarder dans la boîte à outils. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, vous nous donnez votre feedback, vos réactions, vos commentaires. Et surtout, si vous connaissez des projets déjà mis en œuvre qui utilisent d'une manière efficace les fonds destinés aux zones rurales, qui méritent d'être publiés dans la carte d'Europe de la boîte à outils, ben, s'il vous plaît, informez-nous parce que c'est aussi une bonne... nous sommes à la recherche de plusieurs exemples. Merci beaucoup. Merci Alessandro. C'était important, je crois, d'insister sur les ressources disponibles, à la fois des ressources concernant les financements accessibles et l'Observatoire rural. Alors, pendant que les participants peuvent continuer à poser des questions dans le chat, nous, on va répondre à l'appel d'Alessandro, puisque effectivement, c'est toujours très intéressant d'illustrer la démarche par des initiatives, des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre par des pairs sur le territoire. Et Edita a fait un petit tour d'horizon et relevé quelques exemples qui nous semblent assez illustratifs et utiles à connaître de collectivités investies dans des actions de développement rural. Oui, mais vraiment très, très brièvement pour continuer à vous inspirer dans le même esprit que Alessandro vient de vous présenter. On a sélectionné quelques projets en France. Alors, je vais commencer par le FEADER, donc le Fonds européen du développement régional. Ici, vous trouvez un exemple de projet. Il s'agit de services publics itinérants. Donc, c'est une maison de services publics qui passe une fois par mois dans chacune des 31 communes du territoire de Val-de-Loire et Chambord. Donc, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes de Beauce-Val-de-Loire et qui a commencé en 2021. Ensuite, nous avons également avec le programme FEADER un projet de tourisme, de patrimoine rural. Il s'agit d'une réhabilitation d'un chemin forestier. Donc là, il s'agit vraiment de vous donner quelques exemples de projets que vous pourriez mettre en place, vraiment pour vous inspirer. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la boîte à outils où il y a encore plus de projets, ou alors auprès de vos autorités de gestion, donc les conseils régionaux ou les sites de différents programmes thématiques, comme par exemple le programme Erasmus. Slide suivante, s'il te plaît. Où là, nous avons un programme où il s'agit d'un outil de formation pour une exploitation forestière durable. Donc là, il s'agit d'un programme thématique, comme on l'appelle en jargon européen, et il s'agit d'un projet dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs États membres, donc la Belgique, la Finlande, la France et l'Italie, qui est porté par un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Et nous avons également un projet dans le cadre du programme LIFE.
Et là, il s'agit de renforcer la capacité d'adaptation des petits villages ruraux au changement climatique. Donc là aussi, c'est un projet porté par une collectivité. Il s'agit du programme thématique LIFE, comme je l'ai dit. Souvent, ces programmes demandent des partenariats entre différents États membres, différentes régions et différents acteurs. Voilà, là, c'est des exemples français, mais il y a également un projet en Autriche, par exemple EcoLife, où il s'agit de proposer aux habitants d'une région des modes de vie plus durables en termes de mobilité et d'alimentation, ou encore en Belgique un programme Erasmus où également on a mis ensemble des jeunes d'une zone rurale pour échanger sur des questions climatiques et de transition énergétique dans leur région. Et on aurait pu citer beaucoup d'autres exemples en dehors même de ces programmes et dans le domaine de l'innovation à travers le programme Horizon Europe, dans le cadre du programme Droits et Valeurs, sur des actions de citoyenneté, d'échange. Bref, le champ est infini et je pense qu'on le retrouve très bien dans la boîte à outils qui flèche assez précisément les dispositifs qui sont accessibles. Et on voulait insister sur un outil qui nous semble extrêmement complémentaire, qui est un instrument national, qui est la plateforme Aide Territoire, qui est une initiative des autorités nationales qui permet de rendre accessibles les appels à propositions qui visent à financer des projets, notamment portés par des collectivités. On mène avec cette plateforme Aide Territoire, ici au sein du pôle territorial, une collaboration qui nous a amené à mettre en évidence les appels à projets européens. Donc les programmes dont a parlé Alessandro trouvent un écho sur la plateforme Aide Territoire à travers la mise en évidence des appels à projets qui sont accessibles pour les acteurs en fonction de la nature de leurs initiatives. On va peut-être pas arriver à le montrer, mais c'est assez facile à retrouver sur les moteurs de recherche Aide Territoire et vous aurez les liens qui seront communiqués. Voilà, merci Alessandro. Je pense qu'effectivement, on a une vision assez claire de ce qu'est l'outil. Alors sans doute que ça appelle des questions. On revient peut-être au chat. Il y a des... Ah voilà, ça y est, on a le Voilà, on a portail. la plateforme. C'est le même principe d'accéder par un moteur de recherche, la nature de projet, ou bien des entrées par territoire. Et un onglet, vous le repérerez peut-être, qui est un onglet Europe, qui recense et liste les opportunités spécifiquement issues de fonds européens. Voilà, on passe aux questions. Si je peux juste compléter les propos de Benoît, en fait, ce que l'on souhaitait vous démontrer aujourd'hui, effectivement, c'est que il n'y a pas de limite en ce qui concerne en tout cas les fonds européens pour ce qui est de l'éligibilité, c'est-à-dire que tous ces fonds, que ce soit des fonds structurels ou des fonds thématiques, sont ouverts à toutes les collectivités, à toute commune. Il n'y a pas vraiment de critères d'éligibilité. Alors effectivement, j'ai vu quelques commentaires dans le chat. C'est certain que ça demande de l'ingénierie, ça demande de l'organisation auprès de la collectivité pour monter les dossiers. Nous, on a voulu vous montrer, vous inspirer, vous dire que voilà, il existe aussi des plateformes, autant pour suivre les appels à projets, mais également d'échanges de bonnes pratiques comme la boîte à outils qui vous a été présentée aujourd'hui. Je pense que ça peut être très utile pour vous et pour toutes les collectivités d'aller voir ce qui est fait ailleurs aussi dans d'autres États membres ou de plus petits États membres ou une petite commune française peut être une ville dans un autre État par exemple. Donc pour voir aussi que c'est possible à ce niveau-là. Sur le portail Aide Territoire, ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner par type de collectivité, par thème et vraiment par idée de projet. En fait, vous avez tous les appels à projets en cours auxquels vous pouvez répondre et peut-être on rajoutera dans les slides également, tous les programmes thématiques
en principe, ont des points de contact nationaux en France qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner dans votre démarche, dans la création de votre idée de projet. Et puis également, il y avait une question sur vers qui se tourner pour les fonds structurels. Donc, c'est évidemment les conseils régionaux qui sont les autorités de gestion pour ces fonds en France, qui ont également des services dédiés. Mais tout ça, on vous le rajoutera dans les slides de tous les contacts pertinents. Ensuite, on regarde les questions. S'il y a une ou deux questions. Alors, il y avait une question sur la différence entre instruments financiers et subventions, mais je pense que votre collègue Alessandro y a répondu déjà. Ensuite, il y avait cette question d'éligibilité. Bon, je viens d'y répondre. Mélange de fonds. Oui, effectivement, on a une question sur la possibilité d'utiliser différentes sources de financement, différents fonds pour un même projet. Alors, vous me compléterez, Alessandro, mais on ne peut pas, a priori, utiliser deux subventions ou deux sources de financement européens pour pour une même action. Mais si le projet englobe plusieurs actions, des synergies sont possibles. Oui, exactement. Exactement. Par exemple, l'exemple que je vais montrer du projet en Belgique, c'est exactement fait comme ça. Donc, il y a une réhabilitation d'un centre je dirais pour la promotion de l'économie de proximité dans un petit village en Belgique qui est fait par le FEADER et des cours de formation professionnelle qui sont en fait logés dans le bâtiment mais sont financés par les fonds sociaux. C'est un peu l'idée. Donc, il y a le même projet général, mais il y a des étapes différentes, des sections différentes qui peuvent être financées par des différentes sources de financement. Très bien. Ensuite, on avait une question pour les vraiment toutes petites communes rurales qui veulent plutôt mettre en place des micro-projets sur leur territoire. Je pense que le programme LEADER répond le mieux à ce type de besoin. Mais une fois de plus, l'idée, c'est quand même de présenter qu'il y a toute une panoplie d'autres programmes et de financement possibles. Et j'insiste aussi sur le point que, notamment dans cette programmation en cours, on a voulu justement sortir un petit peu de cette idée que le FEADER serait réservé pour les zones rurales et la politique de cohésion plutôt pour l'urbain, où on souhaite aussi utiliser plus de politique de cohésion pour les zones rurales également. Et je crois qu'on le montrera d'ailleurs dans le prochain rendez-vous dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on aborde, je le rappelle, j'en profite, le 21 mai, la question de la rénovation énergétique des bâtiments, qui est cruciale, y compris dans les zones rurales, avec des exemples très significatifs de toutes petites communes qui ont pu avoir à rénover des locaux tels l'école, la mairie, donc, et qui font la démonstration que beaucoup d'opportunités sont accessibles, y compris à des petites communes. On n'est pas en train d'expliquer que les choses sont faciles et toujours rapides à effectuer, mais elles sont possibles et c'est important de le rappeler. Je crois qu'on va s'arrêter là. On continuera de répondre à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je vous l'ai dit ou pas, peut-être, mais dans le cadre de la restitution de ce webinaire, nous allons mettre en ligne à la fois le replay, les supports qui ont été utilisés aujourd'hui et les réponses aux questions qui pourront nous être posées et qui n'auraient pas trouvé de réponse dans le déroulé de nos propos. Je vais remercier encore nos intervenants. Merci Alexia qui est déjà partie et merci Alessandro à la fois du travail et de cette présentation. Et je vous dis à très bientôt pour un de nos prochains rendez-vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.